vous n'êtes pas sans ignorer que les préparations agricoles et le bio commencent à intéresser beaucoup de gens et des gros industriels. Alors que je pense qu'on peut travailler aussi avec des fabrications de produits et avoir quelque chose qui va être aussi intéressant, peut-être même plus efficace et qui peut nous coûter beaucoup moins cher sur nos exploitations. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir des intervenants qui vont vous faire partager toutes les évolutions là où ils en sont, à la fois en termes de réglementation, parce que tout ce qui est facile maintenant est réglementé, et dans les évolutions aussi par rapport aux essais qui ont été mis en œuvre sur les pratiques. Alors c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Chacun d'entre nous, on a peut-être fait aussi un certain nombre d'essais, mais plus on va pouvoir collaborer pour mettre en commun les essais, plus on avancera vite sur le dispositif. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais vous barber, bien sûr, avec tout un tas de choses purement réglementaires, mais effectivement, il l'a dit, et je le dirais d'un autre sens, c'est-à-dire que si vous utilisez quelque chose en protection des cultures, tout ce qui n'est pas autorisé est forcément interdit. Donc c'est mon rôle, c'est mon job. Des fois, c'est un peu lourd. Depuis 5 ans et demi, de faire en sorte que tout ce qui fonctionne, est fort sympathique, devienne autorisé. Donc, ça passe par ce qu'on appelle l'approbation communautaire en tant que produit phyto. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont vous choquer, mais c'est peut-être aussi comme ça que je le fais passer. Parce que, effectivement, si on veut utiliser quelque chose, même d'inoffensif, sur nos cultures, sur vos cultures, il faut que ce soit approuvé communautairement. Nous avons la chance qu'il se soit créé une toute petite case qu'on a appelée substance de base dans le nouveau règlement phyto, et ces PNPP y participent, en tout cas pour la partie protection des plantes. Alors, on va décliner un certain nombre de passages, de points importants. Donc, on va voir les réalisations qu'on a faites à l'ITAB ou dans d'autres instituts ou des entreprises. Mais quand je parle d'entreprises, c'est vraiment des TPE, c'est des entreprises où ils sont 2-3 grands maximum. Et puis, on va voir la situation des dossiers au jour d'aujourd'hui et ce qu'on peut espérer en tirer. Et puis, on va voir dans un plus grand futur, tout ce qu'on peut espérer récupérer des expérimentations terrain, voire même directement des agriculteurs quand c'est possible. Donc, nous avons en 2016 une grande nouveauté que sont ces biostimulants, donc ces PNPP, ces préparations naturelles peu préoccupantes, ou particulièrement préoccupante pour certains, dans la première catégorie, qui est la catégorie qu'on appelle les fertilisants, dont nous attendons à terme un nouveau règlement communautaire qui englobera les fertilisants, les amendements et ces fameux biostimulants qui n'ont aucune action de protection des plantes, normalement. Bien, on a donc créé cette case en France. Donc on repart sur cette définition PNPP, dont l'activité n'est pas phytopharmaceutique, donc ça veut dire qu'il n'est pas en protection des plantes dans la loi d'avenir agricole. Et on a donc ces substances à action stimulante qui sont en train d'être traitées au niveau de la réglementation européenne. On ne sait toujours pas quand ni comment ça va déboucher, sachant qu'on devait avoir quelque chose en 2015. Et qu'on ne savait pas si ça allait coûter 3 francs 6 sous, 100 000 euros ou des millions. Et puis donc sur ces biostimulants, PNPP, on a une évaluation normalement nationale qui est faite par l'ANSES et une autorisation de mise sur le marché de type fertilisant. Il semble qu'à l'heure actuelle, le dossier n'existe pas et que les autorités se relancent la balle, y compris certains de mes correspondants qui commencent à en avoir un peu marre.
Alors, qu'est-ce qu'un biostimulant? Eh bien, donc, on a cette procédure qui, normalement, devrait aboutir à l'établissement d'un cahier des charges et d'un dossier pour que les gens sachent ce qu'il faut mettre dedans. Et puis, on a eu la chance, il est là, je l'ai vu tout à l'heure, d'avoir Joël Labbé qui a défendu en bloc une liste de produits. Donc, on en a déjà 141. Il semblerait en ce moment qu'en off, il y en aurait une centaine de plus qui seraient... on n'attendrait plus que le ministre signe de l'Agriculture. J'espère que ça va arriver vite. Ça permettrait de dormir un peu plus. Et puis, donc, c'est ce fameux décret de 2008 où on a repris toutes ces plantes inscrites à la pharmacopée utilisées pour les humains, pour différentes applications médicinales. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que d'un seul coup, on a tout ce panel de plantes. Malheureusement, il y a un certain nombre qui ne sont pas dessus et qui sont importantes. Je pense en particulier à la consoude. Voilà. Sur la partie phytosanitaire, ça fait 5 ans et demi maintenant que je travaille l'ITAB pour faire en sorte que sur la partie protection des cultures, protection des plantes, on ait la même chose, c'est-à-dire des dossiers relativement légers et au niveau du terrain, une absence totale d'AMM pour que les gens puissent utiliser ces PNPP à la ferme. Ce n'est pas tout à fait le cas pour toutes les substances que vous verrez, mais globalement, c'est relativement encore possible. Bien, alors avec nos substances naturelles, on est ici. Donc on a des substances naturelles végétales, minérales, animales et microbiennes. Et on voit que dans la case non, donc non AMM, en fait, on peut passer un certain nombre de produits sous réserve de produire les dossiers correspondants et les défendre. Ça prend environ 1 année et demie pour chaque dossier. Vous verrez qu'on en a fait quand même pas mal. Et on est bien dans le règlement phyto ici, correspondant aux produits de 10 PPP, protection des plantes. Alors, qu'est-ce qu'une substance de base? Donc, c'est bien un PNPP, cette fois-ci, on l'a dit, à usage phytosanitaire. Et au niveau de l'Europe, eh ben là, on a de la chance parce qu'il est quand même décrit dans le règlement 1107 comme étant des substances de base pour la protection des plantes, mais qui, au départ, n'est pas destiné à la protection des plantes. Déjà, la qualification est un peu étrange, mais vous allez voir dans le type de produit, et en particulier dans ces produits dits alimentaires, qu'effectivement, ces substances, au départ, n'étaient pas du tout destinées à la protection des plantes, et c'est bien l'usage souvent des agriculteurs, les tests, les essais dont on a parlé tout à l'heure, qui ont fait que ça soit maintenant connu comme étant utilisable et utile, c'est bien ce qui est dans le règlement, à la protection des plantes. Et donc, comme je l'ai dit, on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, et ça nous arrange bien. Alors donc, j'ai rappelé les définitions parce que effectivement, je pense que tout ça sera mis en ligne un peu plus tard, donc ça pourra vous permettre de les lire. Voilà. Souvent, enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est ce qui est en orange là, c'est que globalement, l'Europe s'est intéressée à ce que des substances pour qui personne ne donnerait un seul copec, mais qui sont quand même utiles à la protection des plantes, puissent faire l'objet d'une demande par n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, ça peut être effectivement comme nous, ITAB, mais ça peut être un agriculteur, un État membre, voire une entreprise. Donc c'est vraiment n'importe qui porte son produit, sous réserve effectivement de constituer les dossiers correspondants. Donc là, on a les définitions, donc c'est ce que j'ai dit, dont la destination principale n'est pas d'être utilisée à des fins phytosanitaires, etc. Et à la fin, donc on a dit, pas d'AMM, donc qui n'est pas mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Cette phrase-là, elle est importante parce que ça veut dire que si une substance qui vous paraît être un PNPP, et qui est déjà approuvé, je pense à l'extrait d'ail par exemple, ben vous ne pouvez pas déposer ce genre de dossier et vous êtes obligé de subir, entre guillemets, les produits formulés avec des autorisations de mise sur le marché. Donc c'est quand même important.
Et comme on l'a dit, c'est aussi, comme il n'y a pas d'AMM, on a le droit de l'utiliser, mais on n'a pas le droit de le vendre. Donc là, ça veut dire qu'un certain nombre de groupements, de personnes, d'entreprises commencent à se dire mais ces produits-là sont approuvés, moi j'en fabrique, je vois pas pourquoi je les vendrais pas. Et a priori, ça va commencer à devenir un petit peu, comment dire, crucial que ça puisse être vendu parce que on peut acheter des tonnes, vous allez le voir, de sucre, de vinaigre et autres, quoique on a vu des quantités astronomiques de vinaigre être utilisées pour la créa du blé par exemple. Moi au départ j'avais pensé au bidon de 20 litres, il s'est véhiculé des big bags de 1000 litres de vinaigre pour des très grosses quantités. Donc là, vous comprenez que c'est pas la personne qui va fabriquer son vinaigre chez lui, alors que l'agriculteur lui-même, il a quand même besoin d'un certain nombre de volumes, en particulier sur ce vinaigre-là. Donc il faut que ça devienne vendable. Alors, qu'est-ce que c'est puisque j'en parle depuis un moment, qu'est-ce que c'est qu'un dossier ? Au niveau agricole, au niveau utilisation, ça se résume un peu à ça. C'est-à-dire que vous avez toutes les cultures que vous voulez protéger par votre substance de base ou substance, tous les ce qu'on appelle les bioagresseurs, donc mildiou, tavelure, etc. Alors je prends le cas de la prêle. Et puis vous avez déroulé toutes les possibilités de traitement, le nombre de traitements maximum, les intervalles entre les traitements, les concentrations, etc. Pour l'évaluation, savoir si c'est dangereux ou pas. Et puis vous avez les périodes d'application, etc. Et si vous prenez n'importe quel produit phyto classique, y compris celui que vous avez tous en tête, vous avez exactement le même tableau. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où nous on a constitué ces tableaux-là, toutes les belles suppléances que je vais vous afficher après, elles sont exactement identiques au niveau du rendu et ce sont devenus des produits phytosanitaires. Ça pourrait paraître étrange, mais c'est le cas. Alors comment ça marche ? Alors on a mis au point une espèce de grosse moulinette, on part du produit naturel, puis on fait tourner dans toutes ces questions-là, et puis toutes les réponses nous permettent de récupérer des parties du dossier, puisque le dossier comporte 9 chapitres qu'il faut remplir avec tout un tas de données sur les propriétés alimentaires, etc., les propriétés chimiques, voire médicinales, enfin bref, tout ce qui peut être connu sur le produit, et on remplit ces dossiers. Ces dossiers, au départ, ils n'étaient pas très gros, ils faisaient une quarantaine de pages, maintenant ils sont plus à 100 pages parce qu'on nous en demande de plus en plus. Alors comment ça se passe une fois que vous avez constitué votre dossier ? Donc vous avez monté votre dossier, je vous dis, l'ITAB peut le faire, n'importe quel demandeur. Vous passez par l'évaluation, donc vous soumettez votre dossier, et l'étape, la première, c'est l'admissibilité. Alors au niveau de l'admissibilité, cette étape-là, elle est relativement nouvelle, elle a environ 2 ans. Maintenant, il y a une étape encore supplémentaire. Pour les dossiers qui ne correspondent aux substances non alimentaires, il faut qu'on justifie encore d'autres choses. Après 3 mois, vous récupérez un tableau de questions, tout en anglais bien entendu, d'une quarantaine de pages, y compris pour des substances telles que du sucre, du fructose, du vinaigre, avec plein de questions sur pourquoi prouvez-nous que c'est pas dangereux, etc., 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 y compris le sucre pour les abeilles par exemple. Enfin bref, il faut se battre un peu. Et puis, une fois qu'on a répondu à ces questions, le processus continue. L'EFSA, donc l'organisme évaluateur européen, émet un avis, le rend public. D'ailleurs, aujourd'hui, était rendu public l'avis sur l'extrait d'Achille et Millefeuille que peut-être certains connaissent. Donc là, je vais l'afficher sur le site de l'ITAB dès ce soir. Et puis ensuite, la Commission européenne, qui est indépendante de l'EFSA, met au vote ces substances, ou pas, fait approuver ou ne fait pas approuver les substances correspondantes. Donc, dans les petites cases, on a des verts et des rouges, ceux qui passent et ceux qui ne passent pas. Ça, c'était un peu avant. Maintenant, on en a qui passent, mais on a ces fameux tableaux d'usage qui sont vidés, donc ça commence à nous embêter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui
a été réalisé. Alors au départ, on a commencé par le dossier de l'extrait de prêle, que certains connaissent sans doute. Ensuite, on a travaillé sur le sucre, ou saccharose. Après, on a travaillé sur le vinaigre, principalement en carré du blé. À l'extrait de saule, on a travaillé sur le dossier de la lécithine en collaboration avec IFOAM Europe. Puis un deuxième sucre, tel que fructose. On a travaillé au phosphate de diammonium, que j'ai abrégé en PDA, sur la mouche de l'olive, avec le Civambio 66. Et puis, on a fait approuver le petit lait. D'ailleurs, au départ, j'avais mis petit lait. Ils m'ont fait choisir entre petit lait doux et petit lait acide. Et il y a un État membre qui a dit, eh ben, nous, on travaille avec le petit lait acide, donc refaites tout et remettez le petit lait total. Et puis, au moment du vote, comme vous l'imaginez bien, c'est super dangereux, ils ont supprimé tous les usages du petit lait en plein champ. Et nous nous ont autorisé que les usages dans des serres comme ici. Donc maintenant, on a redemandé l'extension d'usage pour refaire le petit lait, parce qu'entre-temps, toutes ces substances de base finissent par atterrir dans ce qu'on appelle un règlement sur les LMR. Je ne sais pas si vous connaissez les limites maximales de résidus. Elles atterrissent tous sans LMR. Donc quelque chose qui serait dangereux sans LMR, ça pose des problèmes. Donc on va redemander, peut-être qu'un jour on aura l'entièreté du dossier. C'est une espèce de truc qui est tombé avec le petit lait. Ils sont en train de nous le faire avec l'huile de tournesol. Donc ça veut dire qu'on perd encore plus de temps. Et puis là maintenant, effectivement, on commence à en avoir pas mal des soies qui ont été non approuvées, comme la rhubarbe, l'armoise, l'absinthe, la bardane et la tanésie, soit des carrément qui ont été bloqués à l'admissibilité parce qu'on les avait proposés en adjuvant, type la lécithine et l'huile de sésame. Et puis, je ne sais pas si ça pourrait être réversible, mais normalement, les 2 huiles essentielles de sarriette et origan sont promises au vote négatif. On espère que les discussions en cours aboutiront à un reclassement et une approbation. Sinon, ça veut dire qu'on ne peut plus imaginer déposer un dossier d'huile essentielle. Et ça serait quand même très, très, très embêtant. Parce que dans certaines filières, il y a quand même quelques résultats positifs. Donc, il n'y a pas que l'ITAB qui travaille là-dessus. Il y a des petites entreprises, une en particulier qui travaillait sur le chitosan en Allemagne, qui l'a fait approuver en mars 2014. Nos collègues IFOAM Europe ont travaillé sur l'hydroxyde de calcium utilisé en arboriculture. Et, comme je l'ai dit, n'importe qui peut déposer. Donc, un État membre, là, c'est le Danemark, qui a déposé le dossier du bicarbonate de sodium, sur lequel j'ai déjà retravaillé. Parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est approuvé, ça commence à se savoir. Et donc les gens, ils retestent sur d'autres maladies, il y a beaucoup de maladies en fait, ou d'autres insectes en particulier. Et donc ils trouvent des résultats et demandent à ce que ces résultats soient transformés en approbation. Donc on travaille beaucoup aussi aux extensions d'usage. Alors, on va voir que globalement, il y a beaucoup de blocages. Donc on a subi des inadmissibilités, on a des blocages au dépôt, maintenant on a des blocages à l'admissibilité pour les produits qui ne sont pas d'office alimentaire. On l'a vu, je l'ai déjà dit, on a une inflation de la taille des dossiers parce que maintenant on arrive à peu près à 100 pages, donc ça commence à devenir compliqué. Une inflation même de la taille des dossiers de questions, puisqu'on arrive à des dossiers jusqu'à 45 pages de questions. Et quand les questions arrivent, vous avez 30 jours. Donc c'est plus le moment de refaire des manips sur le terrain ou c'est tout juste le temps de faire un peu de bibliographie. Après, ce que j'ai mis, c'est voilà, dès que vous avez un extrait végétal, même sur les substances alimentaires, l'ESA considère que c'est d'office toxique à partir du moment où vous l'utilisez ailleurs que dans l'alimentation humaine et que vous le projetez dans l'environnement, c'est forcément toxique. Il faut montrer que cette utilisation dans l'environnement est acceptable globalement. On a subi par exemple le fait que l'ortie soit déclarée reprotoxique, que la consoude qui est bloquée pour l'instant au départ contiennent d'autres substances qui pourraient être nocives. Enfin bon, tout est vraiment nocif automatiquement.
Donc on a tous les avis qui ont été promus par l'EFSA qui ont été pratiquement négatifs. Donc vous voyez quand même que la commission, elle est quand même sympathique parce qu'elle a quand même mis au vote positif le sucre, le fructose, le vinaigre, suite aux avis plus ou moins négatifs de l'EFSA. Donc elle prend quand même, entre guillemets, quelques risques. Et puis donc on l'a vu, multiplication des motifs de refus. Et puis on l'a vu même sur le bicarbonate de sodium. Il y a une entreprise allemande qui a carrément porté plainte contre le bicarbonate de sodium en disant c'est pas possible, moi je l'ai dans mon stock, c'est pas possible que ce soit approuvé en substance de base. Donc pour l'instant ils ont été recalés. Apparemment ils seraient en train de déposer un dossier complet. Donc je ne sais pas pourquoi ils vont déposer un dossier complet en payant des millions d'euros, mais bon, je ne sais pas. Là j'ai du mal à comprendre. Donc on a fait ensuite, voilà, après une fois que les premières substances ont été approuvées, il a fallu qu'on se dise, puisque là tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est la réglementation phytopharmaceutique générale. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où la prêle, etc., le chitosan a été approuvé, tous les agriculteurs, sauf vous apparemment, pouvaient l'utiliser. Donc on a procédé aux demandes de transfert en agriculture biologique. Pour certains, c'était à peu près évident, mais pas pour tous. Et ça pose encore un certain nombre de questions philosophiques à l'INAO, puisque le guide d'intrants qui sort lundi, il y a encore des substances qui ne sont pas. Donc on a travaillé avec l'INAO aussi pour le transfert. Ils ont donc fait en sorte qu'il se crée une case de substances de base au règlement phyto, sauf pour les produits minéraux. Donc on doit aussi refaire ces dossiers-là de façon unitaire. Alors toutes les substances, voilà, on l'a vu, la prêle, le chitosan, le sucre. Là vous avez principalement des produits, on va dire, à visée fongicide, vinaigre, extrait de saule. Le fructose est utilisé en insectifuge, on va dire, comme le sucre. Et puis donc on a le bicarbonate de sodium qui pour l'instant n'est pas bio, en antifongique avec ce que j'ai mis comme petits icônes. Donc avant il n'y avait qu'une page, maintenant j'ai mis une deuxième page. Voilà, puisqu'on a le phosphate d'ammonium pour la mouche de l'olive, on a le petit lait sur le... Donc on n'a que les concombres sous les serres pour l'instant. Et puis on devrait avoir normalement la semaine prochaine l'huile de tournesol. Et puis ça se décline par la suite. On a donc l'ortie. Donc je disais tout à l'heure, l'avis sur l'achillée millefeuille est paru aujourd'hui. Donc moi je l'avais vu un peu en avant puisqu'il me l'avait proposé. Ouais, c'est pas glorieux non plus, hein, c'est sans doute très dangereux. Donc je ne sais pas si la commission se risquera à le mettre au vote. Et puis après on a tout un tas de dossiers qui ont été proposés par des firmes, souvent des TPE, voire des entreprises avec un ou deux personnes, un seul salarié. On a un dossier avec le mélange de charbon, d'argile, des choses comme ça. Et puis, il semble que petit à petit en Europe, ça se développe. Donc, je vois apparaître un certain nombre de dossiers qui avancent tout doucement. Et comme on les embête tout le temps, souvent ça finit par un mail en disant au secours, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Donc j'aide un peu les gens dans toute l'Europe. Alors les projections, donc nous on affiche tout ce qui correspond à ces PNPP. On a édité un guide PNPP pour aider les entreprises à essayer de monter leur dossier elles-mêmes. Mais à part une, pour l'instant, toutes les autres nous ont plus ou moins sollicité pour les aider techniquement. On espère travailler sur des fiches d'utilisation technique sur le terrain pour que vous ayez des choses encore plus pratiques que tout ce qui peut être dans tous ces règlements. Bon, malgré tout, ils sont français, mais un peu abscons, je le conçois. Donc ça, on essaye de le faire. Et puis moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que les fermes défis puissent s'inspirer un peu de ça, parce que tous ces produits-là sont, de mon point de vue, relativement sympathiques. Et puis, bien entendu, essayer de faire tout ça, puisque tout ça, ça a été fait par l'ITAB, passe dans le domaine AB. Et normalement, dès la mise à jour de lundi, il devrait y avoir quelques substances de base officiellement UAB. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie technique, on essaie de faire traduire notre guide pour toute l'Europe en anglais.
Et puis, en termes de projection, on a encore 8 dossiers en cours à l'ITAB qui tournent, en attendant que ça avance. On a donc cette deuxième couche que j'appelle les extensions d'usage, parce qu'on a réussi à démontrer que ça pouvait être utile pour plus que ce qui avait été prévu au départ. On a des sollicitations du réseau, des petites entreprises, etc. Et puis, on a aussi ce qui commence à être effectif, c'est-à-dire des substances naturelles qui étaient approuvées précédemment, et au moment du renouvellement communautaire, les entreprises ou les TPE, ou voire des États membres, n'ont pas l'argent pour soumettre ça. Et donc, par exemple, sur l'AI, on nous a déjà dit, peut-être qu'il faudrait que vous le preniez à terme le jour où on le lâchera. C'est le cas pour une substance qu'on est en train de traiter. Donc il y a beaucoup de travail. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de projection, d'expérimentation, terrain, il nous en faut, parce que là, le CASDAR huile essentielle se termine et on a vraiment besoin de faire le point sur ces usages-là. Il y a un CASDAR qui tourne sur les sucres. Il y a quand même pas mal d'expérimentation, mais tout ça nécessite beaucoup d'organisation et beaucoup de financement. Donc, on est toujours à la recherche de financement. Là, il y a un projet qui devrait être déposé sur le Black Rod, par exemple, qui a posé beaucoup de soucis l'année dernière. Peut-être pas trop en Bretagne, bien entendu, mais nous, on ratisse toutes les filières quand même. Donc, je vous remercie de votre attention et je me rends disponible à vos questions. De mon côté, moi, je vais aborder la question à 15 000 €, là, le même montant que l'amende pour utilisation de produits interdits. Voilà, question à 15 000 €, c'est est-ce que ça marche? Parce que bon, c'est bien d'homologuer des produits, mais pour les homologuer, pour que c'est un intérêt, il faut que ça fonctionne. Donc je vais vous dresser en gros un panorama de ce qui a été fait depuis 7-8 ans en utilisation, enfin en évaluation de PNPP, substances de base diverses et variées, en agriculture biologique, sur les légumes, exclusivement les légumes. Je ne pourrais pas vraiment vous répondre sur d'autres filières que la culture maraîchère. Si vous en avez, j'essaierai, mais moi j'ai suivi essentiellement des dossiers qui concernent les légumes. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont terminés, sur lesquels on a des références et des informations relativement fiables. Donc il y a 3 gros projets qui ont été menés entre 2009 et 2015. Donc, le CASDAR 4P, 4P signifiant protéger les plantes par les plantes. Le CASDAR usage sur les sucres. Et le CASDAR huile essentielle qui vient de se terminer. Donc le CASDAR 4P est né on va dire, du constat initial, qui est que les producteurs dans certaines filières utilisent de manière plus ou moins empirique des préparations de plantes, soit pour leurs vertus fertilisantes, soit pour leurs vertus phytosanitaires, entre guillemets. Donc ça s'est fait, ce CASDAR-là est né à peu près à la même période que la guerre de l'ortie, voilà, où on tapait, on tirait à boulet rouge sur les gens qui faisaient l'apologie du purin d'ortie comme fertilisant et comme produit phyto. Donc au même moment, ce CASDAR est né, qui regroupe un certain nombre de partenaires qui ont travaillé sur ce sujet-là, et donc les préparations de plantes utilisées par les agriculteurs étaient utilisées pour augmenter la résistance des plantes aux bioagresseurs ou réduire le nombre de traitements. Donc soit en réduisant le nombre de traitements, soit en réduisant les doses. Et donc, l'objectif des différents partenaires du programme était de comprendre comment fonctionnaient ces préparations de plantes, pour optimiser leur extraction, pour optimiser le processus de fabrication, pour le rendre disponible plus facilement et avoir des produits on va dire homogènes à distribuer aux producteurs, stabiliser les préparations et préciser les modalités d'application, donc date, dose, positionnement dans un schéma de protection des cultures sur différentes cultures. Tout ça, bien évidemment, sans nuire au rendement et de manière économiquement viable pour le producteur. Donc comment on passe de l'extrait de plante à des essais sur le terrain et à définition de différentes cibles. Donc dans ce projet-là, on s'est posé un certain nombre de questions. Sur quelles plantes on travaille? Parce que des plantes qui ont potentiellement un effet biocide, il y en a une palanquée. Quelles substances actives il y a dans ces plantes?
quelle cible on envisage, donc, quel mode d'extraction on utilise pour donc, quel type de produit utiliser ensuite en protection des cultures. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on met en place des essais en conditions contrôlées, des essais en conditions de production. Voilà. Donc c'est comme ça que le protocole, enfin le dispositif du programme sur un CASDAR qui dure 3 ans a été défini. Donc dans un premier temps, de gentils scientifiques universitaires ont fait un énorme travail de bibliographie, quelques essais en laboratoire, et ils ont identifié un certain nombre de plantes qui auraient, je parle au conditionnel parce que donc c'est uniquement la littérature qui affichait ça, des efficacités sûres. En termes donc, de fongicides, ils ont identifié le saule, la prêle, et pour des vertus insecticides, l'armoise et l'absinthe. Dans le projet, à partir de ces plantes principales, on a travaillé sur différents modes d'extraction, parce que pour faire une préparation de plante, il y a tout un tas de recettes. Donc une extraction à l'eau, alors ça peut être une macération, une décoction, une infusion à l'eau chaude. On a banni le purin dans ce projet-là. Le purin étant une fermentation, on ne pouvait pas avoir sur l'ensemble du projet des purins identiques sur tous les différents sites d'expérimentation, parce qu'on n'utilisait pas la même eau, parce que les recettes pour fabriquer un purin n'étaient pas les mêmes, parce que les conditions de production du purin n'étaient pas les mêmes, etc. Donc on a essayé de standardiser un maximum les méthodes d'extraction. Donc on a démarré sur des extractions à l'eau. On a fait ça pendant 1 an parce qu'on s'est rendu compte que pulvériser une infusion de prêle, d'absinthe, de saule ou d'armoise, ou pulvériser de l'eau, ça revenait à peu près au même. Parfois même l'eau avait des meilleurs résultats que la tisane. Donc on est passé rapidement à une extraction à l'alcool qui permettait d'avoir un produit avec des principes actifs entre guillemets plus concentrés, qui permettait d'avoir des résultats. Des essais ont été menés donc, sur les cultures maraîchères et légumières de ce programme à la Frédon de Nord-Pas-de-Calais en conditions contrôlées. Donc en chambre, comment on appelle ça ? La température, la luminosité, l'hygrométrie étaient contrôlées donc pour l'élevage de pucerons et je ne sais plus, le champignon cible. Et des essais en conditions de production ont été faits à la Sérail, donc en Rhône-Alpes, au Grab à Avignon, à la PAIS à Morlaix, au Civem Bio 66 à Perpignan et à Adabio en Isère. Et en général, dans ces programmes-là, sur les produits alternatifs, on a toujours le chic pour trouver les cibles, travailler sur les cibles pour lesquelles on a déjà foncièrement aucune solution. Donc les trucs les plus compliqués à gérer. Donc on travaille sur le mildiou de la pomme de terre, quand on sait qu'il n'y a que le cuivre qui fonctionne, on essaye depuis 20 ans de trouver une solution alternative et il n'y en a pas. Donc là on a fait la même chose, on a travaillé sur le brémia et sur le puceron de la salade. Donc des problématiques assez importantes sur la filière maraîchère. Donc, sur les essais en conditions contrôlées, donc, ils ont été faits sur 3 ans. La première année sur les extraits aqueux et les années suivantes sur les extraits alcooliques. Ce qu'on voit, en gros, c'est des niveaux d'efficacité des traitements sur pucerons de la salade. Donc, c'est un élevage de pucerons qui est fait en conditions contrôlées. On inocule les pucerons sur des feuilles de salade. Donc, on compte le nombre de pucerons sur la feuille de salade avant traitement. On traite. On fait plusieurs traitements et après chaque traitement, on fait un comptage du nombre de pucerons restants. On évalue clairement l'efficacité directe du produit. Ce qui a été observé en conditions contrôlées, c'est que l'absinthe, donc c'est la barre la plus à droite, montrait une certaine efficacité par rapport au témoin, traitement classique, qui est le pyrévert, qui est la barre qui est ici, et donc qui donnait des résultats nettement supérieurs aux témoins non traités, entre guillemets, enfin témoins non traités à l'eau ou témoins non traités à l'alcool, donc sans matière active. Donc, une fois ces résultats obtenus, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser sur l'absinthe contre le puceron. Donc, il y a eu sensiblement les mêmes choses de fait sur Brémia, enfin sur le mildiou de la laitue en conditions contrôlées, avec la difficulté qui était de maintenir le Brémia sur la salade en chambre climatique. Donc ça a été très compliqué sur le Brémia.
il y a eu très peu de résultats diffusables sur la partie Bremia en conditions contrôlées. Et donc il y a eu des essais de fait en plein champ, en conditions de production, sous tunnel ou en plein champ, donc avec des densités classiques de production. Donc pour répondre à la question, il y a un protocole standard appliqué sur les différentes stations, le même protocole, les mêmes lots de plantes. Plantes sèches ont été utilisées sur chacune des stations pour préparer les extraits, soit à l'eau la première année, soit les extraits alcooliques les années suivantes. Donc les mêmes produits étaient utilisés, les conditions d'application étaient différentes, mais la méthodologie d'application était la même. Et donc les dispositifs les mêmes, et ces blocs à 3 répétitions, en parcelles de 10 mètres carrés, etc. Et donc les traitements étaient faits de la même façon partout, à raison de 3 à 6 applications tous les 10 jours. Débuté peu après la plantation, à 500 litres de pulvérisation par hectare, et les traitements étaient faits dans la matinée après un arrosage. Donc c'est des méthodologies qui sont difficilement applicables chez les producteurs. Donc voilà les résultats d'essai au grabe, donc sous abri froid, sur du Bremia. Alors, pour être sûr aussi que ça fonctionne et qu'il y ait suffisamment de pression de maladie dans certaines régions où il fait un peu sec, comme c'est le cas à Avignon sur la plupart des essais qui ont été menés, la maladie a été inoculée pour être sûr d'en avoir. Ça non plus, ça se fait pas chez les producteurs, on évite. Ce qu'on voit, c'est que globalement, que la pression soit modérée ou forte, il n'y a pas de protection satisfaisante des préparations de plantes, quelle que soit la plante utilisée, malgré les résultats observés en conditions contrôlées. Sur une année, en 2012, le grabe a observé 20% d'efficacité par l'extrait de prêle. Alors, ce qui est important à noter dans le truc, c'est que ces 20% d'efficacité observée, c'est des résultats non significatifs. Voilà, donc il y a des choses qui apparaissent parfois, mais c'est pas significatif. Et que le témoin traité qui a été utilisé dans ce cas-là, c'était du cuivrol, donc un engrais cuivré, ne montrait pas non plus d'efficacité suffisante pour une valorisation économiquement viable par le producteur. Donc même dans des conditions modérées à forte de pression, le seul produit utilisable légalement par les producteurs n'est pas efficace non plus. Donc voilà, c'est des exemples d'essais. Globalement, les résultats des autres stations confirment cela. Ce qu'on voit, c'est que les préparations de plantes testées dans le cadre de ce projet sont relativement efficaces. Donc la prêle contre le Bremia montre une certaine efficacité en conditions contrôlées et à pression faible à modérée. L'armoise vulgaire a une efficacité en conditions contrôlées, mais pas en conditions de production. Quelques résultats montreraient un effet stimulant de l'écorce de sol. Donc là, on est plus sur un aspect fertilisant que biocide. C'est-à-dire qu'en fin de culture, on a observé sur certains essais une petite amélioration du rendement et du taux de récolte avec l'écorce de sol, mais pas d'amélioration d'un point de vue sanitaire. Et donc ça pose un certain nombre de questions sur l'efficacité réelle des produits, parce que là on utilise des produits tout seul, et la stratégie, c'est une stratégie où on n'utilise qu'un seul extrait de plante sur toute une durée de culture, alors que de manière empirique, en particulier en arbo et en viti, les producteurs qui utilisent des préparations de plantes ont des stratégies qui associent plusieurs plantes, soit en mélange, soit en alternance. Et là, pour des raisons scientifiques et pour voir l'efficacité des produits, on a simplifié le schéma à l'extrême en faisant une stratégie avec un seul produit sur toute la durée de culture. Et on a vu aussi que les méthodes d'extraction avaient leur importance et que l'extraction à l'eau en particulier ne permettait pas de produire des préparations de plantes avec des concentrations en substances actives suffisantes pour observer des résultats. Et donc les dernières questions, c'est à partir de ces résultats, comment on améliore l'extraction des produits, comment on optimise les doses d'application, les fréquences d'application, comment on les intègre dans des stratégies de protection, etc. Donc c'est un projet qui n'a pas donné beaucoup de résultats, en particulier sur la partie maraîchage. Sur les cultures pérennes, arbo-viticulture, les résultats sont sensiblement meilleurs. En particulier sur la partie fongie. Pour la lutte contre les pucerons, les résultats sont plus mitigés. Mais donc au final, ce projet a permis quand même de défricher un certain nombre de choses, mais surtout de poser plus de questions qu'il n'a apporté de réponses.
Si vous voulez plus d'infos, tous les résultats sont disponibles sur le site de l'ITAB. Suite à ce projet-là, un petit peu en parallèle, il y a un projet CASDAR également, ou Éco-Phyto-Usage, qui était porté par le CETU Innofit, sur l'utilisation de microdoses de sucre en protection des plantes. Donc ce projet-là, il est né d'un constat, une observation sur certains essais et dans la biblio, qui est que le comportement de ponte de certains ravageurs, en particulier des insectes, est influencé par la perception des sucres sur et dans la plante hôte. Et donc sur la base de ce constat, les chercheurs ont cherché à savoir si l'apport de sucre exogène pouvait être une piste pour perturber le comportement de ponte et donc réduire la pression exercée par les ravageurs. Donc on n'est pas sur une méthode de lutte directe insecticide, on est plutôt sur on essaie de faire fuir le ravageur ou pour modifier son comportement pour que la pression sur le long terme soit réduite. Donc les essais ont été faits sur du saccharose et du fructose à microdose, en arbo, en vigne, mais aussi un petit peu en légumes. En légumes, comme pour l'essai précédent, le programme précédent, on a ciblé des ravageurs qui ne posent pas de problème majeur, bien sûr. On est allé sur les trucs qui nous embêtent vraiment beaucoup. Donc toujours le brémia de la laitue, la mouche de la carotte, l'oïdium sur le melon, le thrips du poireau, le mildiou de la pomme de terre. Voilà. Sur ce projet-là, comme pour le précédent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en culture pérenne, il y a assez peu d'effets sur certains ravageurs. Sur culture non pérenne, assez peu d'effets, en particulier sur des champignons un peu costauds comme le Botrytis sclerotinia mildiou, donc sur pommes de terre, salade, tomates. Il y a quelques tendances positives sur la pyrale et l'oïdium, en particulier en melon, et le thrips du poireau. Ça reste des tendances, donc c'est des résultats non significatifs, donc difficilement exploitables dans des dossiers d'approbation comme substance de base. Donc ce qui suit après ça, c'est l'idée, c'est d'associer ces produits-là, c'est-à-dire que seul, il n'aurait pas d'effet direct, mais en association avec d'autres choses, il pourrait être intéressant, en particulier soit comme synergiste avec du cuivre pour améliorer l'efficacité des bouillies, type bouillie bordelaise pour lutter contre les champignons, ou en alternance avec le cuivre. Donc, ces pistes sont creusées là, dans un autre projet, et suite à ce projet-là, alors c'est pas les résultats sur les légumes qui ont amené ça, mais plutôt les résultats en culture pérenne qui ont donné des résultats nettement meilleurs. Donc les sucres, fructose et saccharose ont été approuvés en tant que substance de base. L'année dernière, s'est terminé le CASDAR sur les huiles essentielles. Donc c'est l'étape après le CASDAR 4P, protéger les plantes par les plantes. Les huiles essentielles, c'est le bout de la chaîne en termes de concentration de principes actifs par rapport à l'extraction à l'eau, puis l'extraction à l'alcool. La distillation permet d'avoir des choses plus costauds, plus chargés en principes supposés actifs. Donc dans ce CASDAR-là, il y a des essais qui ont été faits, des tests d'écotoxicité, des tests d'huile essentielle pure pour lutter contre un certain nombre de ravageurs et pathogènes, des tests de mélange d'huile essentielle, des tests de phytotoxicité sur les plantes, et des essais faits en labo et en conditions contrôlées, puis en conditions naturelles sur un certain nombre de ravageurs. Les huiles essentielles qui ont été identifiées pour ce programme-là, c'est des choses qui sortent du programme 4P et de la biblio qui avait été faite dans 4P, puis d'autres essais et d'autres sources bibliographiques. Donc les essais ont été faits avec l'eucalyptus, la girofle, le titri, l'origan, la sarriette, la menthe, le thym à thymol, et toujours sur les mêmes ravageurs pour lesquels on a peu de solutions. Mildiou, en particulier pommes de terre et laitue, sur les légumes. Donc les essais ont été faits en pépinière pour la salade et en conditions de production classiques pour la salade et la pomme de terre. Donc voilà le type de dispositif, c'est l'élevage de la pépinière, donc c'est des plaques de semis classiques, un dispositif avec un certain nombre de blocs, des répétitions, une variété standard sur les différents sites qu'on fait les essais, etc. L'inoculation pour être sûr d'avoir du brémia et une pression homogène sur l'ensemble des plaques. Il y a un nombre de traitements standards sur les différentes stations. Donc les essais ont été faits par le GRAB et la Sérail. Ce qu'on voit sur les résultats
c'est que la seule huile essentielle qui montre un effet un petit peu visuel sur le graphique, c'est sur la première observation, c'est ici, c'est la barre verte, et également sur la seconde date d'observation, c'est l'huile essentielle de girofle qui aurait un petit effet pour lutter contre le brémia de la laitue en pépinière. En conditions de culture, malgré ce que montre le graphique d'en bas, qui n'est pas très net, mais les modalités pour lesquelles il y a un semblant d'efficacité, c'est témoin, c'est l'héliosol et un produit à base de cuivre. Et donc sur les essais en conditions de culture au grab, la synthèse, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité des huiles essentielles de girofle et de sarriette, qu'elles soient utilisées seules ou en mélange. Donc dans ce projet-là, ce qu'on peut conclure sur les légumes toujours, c'est que l'huile essentielle de girofle et de sarriette sont les plus intéressantes en pépinière, mais en conditions de production derrière, ça ne suit pas. En culture, en fait, aucune huile ou association d'huile n'a donné de résultats satisfaisants contre brémia lactuée sur 3 ans d'essai, dans des conditions variables, des conditions de pression variables d'une année sur l'autre et sur des lieux différents. Donc on peut quand même en conclure que ça ne marche pas vraiment. Cette efficacité est insuffisante par rapport au cuivre qui lui-même a une efficacité insuffisante quand la pression est trop élevée. Donc sur ces produits-là, il faut retravailler sur la formulation et vérifier qu'il y a vraiment une activité fongicide intrinsèque de l'huile essentielle, ce qui n'est pas assuré et pas garanti. Donc sur les projets écoulés, globalement, il n'y a pas grand-chose qui marche en maraîchage. Il y a un petit peu plus de choses en culture pérenne, mais en légumes, il n'y a pas grand-chose. Sur les projets en cours, il y a des travaux sur des projets qui s'appellent BioPeeper et Sweet, dans lesquels l'ITAB est impliqué. BioPeeper, c'est un projet un petit peu original qui a pour terrain d'essai, en particulier l'île de la Réunion. Le fond de ce projet, c'est la production durable d'extraits naturels biocides à partir de 2 plantes de la famille du poivre, Piperaceae. Et donc d'essayer d'identifier dans cette famille des plantes aux vertus insecticides et fongicides qui pourraient avoir une efficacité pas seulement sur le territoire réunionnais, mais à l'ensemble du territoire métropolitain. Mais la production serait localisée à La Réunion. Et le deuxième casse-d'art en cours, c'est le casse-d'art Sweet, Sweet comme sucre, dont l'objectif donc est d'aller un peu plus loin que le programme usage dont je parlais tout à l'heure, et donc c'est d'optimiser les stratégies de biocontrôle par la stimulation de l'immunité des plantes par des applications d'infradose de sucre simple. Donc là c'est clairement affiché dans le titre, on n'est pas sur l'utilisation du sucre comme fongicide ou comme insecticide avec un effet direct, mais plutôt comme un effet stimulateur de défense des plantes, donc avec des méthodologies d'application et d'évaluation qui sont totalement différentes des méthodologies qu'on a pour pour évaluer l'efficacité biocide d'un produit, quoi. Donc avec des applications très en amont de l'arrivée des premiers symptômes de maladie et des applications tout au long de la culture, soit seul, soit en association avec d'autres choses. Donc, en conclusion, vous l'aurez deviné, il y a beaucoup de choses de fait sur les PNPP, les substances de base, que ce soit en maraîchage ou sur d'autres cultures. Et en maraîchage, il y a peu de résultats opérationnels pour les producteurs. C'est pas faute d'avoir travaillé sur ces sujets-là, d'avoir mis en place des expérimentations. Voilà. Ça soulève quand même un certain nombre de pistes intéressantes, parce qu'il y a des résultats encourageants, même si non significatifs. Voilà, il y a des choses qui permettent de penser qu'on est sur des bonnes pistes, que travailler sur des substances de base et des préparations de plantes, c'est pas inintéressant. Voilà, c'est juste qu'on est sur des produits complexes dont on ne maîtrise pas complètement le mode d'action. On ne connaît pas vraiment les matières actives dans les différentes plantes, donc il y a encore à travailler sur cette partie-là. Mais voilà, il y a des choses intéressantes sur cet aspect-là. Ce qu'on conclut également sur l'ensemble des essais qui ont été faits en maraîchage, c'est que par rapport à ce qui peut se passer en culture pérenne, les cultures maraîchères sont probablement trop courtes pour que la culture ait le temps d'imprimer ou d'intégrer ce qu'une préparation de plante peut lui apporter. Voilà. Une culture de salade au printemps ou en été, c'est 5 ou 6 semaines de végétation. C'est très court.
On répète des opérations 3, 4, 5, 6 fois sur cette durée de végétation. En culture pérenne, on fait une quinzaine d'applications d'un même produit à des périodes charnières. On fait des associations ou des alternances avec des produits végétaux différents. La culture, la plante a probablement plus le temps d'intégrer, d'utiliser ou de valoriser ce que la préparation de plantes peut lui apporter. Je vous remercie pour votre attention.